tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et on va ressortir une fois encore un film de ma cinémathèque. Je vous ai déjà parlé des films Batman, je vous ai déjà parlé de Pacific Rim, je vous ai déjà parlé de mon amour inconditionnel pour Interstellar. Et cette fois-ci, vous l'avez probablement vu dans la miniature ou dans le titre, nous allons parler de Avatar. Déjà parce que c'est d'actualité. J'avais un petit peu d'eau sur le feu ces derniers temps, donc on n'est pas revenu sur la bande-annonce de Avatar, mais il va vraiment falloir qu'on en parle, du Avatar 2. J'aimerais aussi essayer de vous expliquer, essayer de vous transmettre mon amour pour ce film qui est le film Avatar de James Cameron. C'est donc le sujet de cette vidéo, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors nous allons commencer par une anecdote un petit peu plus personnelle parce que je pense que pour comprendre mon amour de ce film et avant de revenir sur sa création, toute l'origine story, tout ce qu'il y a derrière ce film, il faut comprendre que moi, ce film, il était sorti le jour de l'anniversaire de mes 14 ans, en 2009 donc. J'étais allée le voir l'après-midi même, c'était un mercredi, et j'avais pris une énorme claque. C'est l'un de mes souvenirs de cinéma les plus marquants. Très honnêtement, il y a ce film-là, que j'avais pas vu en 3D à ce moment-là puisque le cinéma de ma ville proposait pas la 3D, mais il y a ce film Avatar, il y a le premier film que j'ai vu en 3D de ma vie qui est Volt Star malgré lui, dont je vous parle dans la FAQ. Il y a quelques films comme ça que j'ai vus au cinéma et qui m'ont marqué durablement. Le film en lui-même pour Avatar, mais aussi l'expérience cinéma qui en a découlé. Ce que j'ai vécu dans cette salle de cinéma le jour de mon anniversaire où j'étais allée pour mon anniversaire voir ce film, ça m'a marqué et ça m'est resté et il faut évidemment le prendre en compte dans ma relation avec ce film. Donc si on résume un petit peu les choses et qu'on présente rapidement le film. Avatar est donc sorti le 16 décembre 2009. C'est un film de James Cameron. James Cameron, c'est un réalisateur hollywoodien extrêmement connu et extrêmement influent. En 1984, il est notamment derrière Terminator. Il a également fait Alien le Retour, donc la suite d'Alien. En 1991, il a réalisé Point Break, qui est un film quand même très marquant dans l'histoire d'Hollywood. Et en 1989, il a réalisé le film Abyss, qui n'a pas forcément connu un succès. On va en dire que le film Abyss, c'est vraiment l'identité de James Cameron au niveau de la technique et de toute l'histoire qu'il y a derrière ce film, il est vraiment marquant dans sa filmo à lui. Mais James Cameron, c'est avant tout et surtout deux films qui sont parmi les mieux classés du box-office mondial. Tout d'abord, le mastodonte, la légende qui est Titanic, une histoire d'amour extrêmement marquante, une épopée humaine qui retrace un événement qui s'est réellement passé et qui a été visuellement assez impactant lorsqu'il est sorti en 1997. C'est un film qui est resté 11 ans top 1 du box-office mondial, donc qui était indétrônable. Et le seul film qui a réussi à lui piquer sa place, c'est un autre film de James Cameron, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le film Avatar. A savoir que le film Avatar est talonné de très près par Avengers Endgame. Pendant un petit moment, Avengers Endgame était passé devant lui, il est donc top 1 du box-office mondial, mais Avatar est ressorti en Chine, et le fait de ressortir en Chine, ça a réaugmenté ses chiffres, et il est de nouveau passé numéro 1 au box-office. On a donc un box-office qui est massivement dominé par James Cameron, avec Avatar en premier, juste en dessous Avengers Endgame, et encore après Titanic qui est pas très loin, qui est celui qui est là depuis le plus longtemps. C'est vraiment ultra symbolique et c'est ce qui fait de James Cameron un réalisateur absolument incontournable malgré le fait que depuis 2009 il n'a rien réalisé. Il a coproduit, il a scénarisé, il a travaillé sur les effets spéciaux de d'autres films, mais depuis la sortie de Avatar 1, puisque maintenant on peut dire Avatar 1, on n'a pas revu James Cameron en tant que réalisateur à l'écran. Alors je vous parle de Cameron, mais qui est-il? En fait, pour comprendre son film, pour comprendre son œuvre, ses œuvres d'une manière générale, il faut un petit peu connaître le monsieur. James Cameron, c'est quelqu'un qui a été diplômé de physique-chimie, qui venait de la petite classe moyenne. Sa mère était artiste, donc il avait quand même une fibre artistique dans la famille, mais il se destinait pas du tout au cinéma, c'était sa passion. Il faisait à côté de ses études, mais bon, il a suivi un cursus classique à l'université en physique. Mais il s'est rapidement fait remarquer parce qu'il était complètement multitâche sur les petits films amateur, c'est-à-dire qu'il était réalisateur, scénariste, monteur, producteur, il faisait des effets spéciaux, il faisait les maquettes, il était vraiment partout et c'est ce qui fait qu'il va se faire remarquer. Il va produire quelques petits films, puis il va rapidement rentrer dans la cour des grands. Il va notamment travailler avec John Carpenter, donc THE papa du cinéma moderne actuel, de l'horreur moderne actuelle, sur le film New York 1997, et c'est un petit peu ça qui va le propulser, le fait de travailler avec des grands noms et surtout le fait de se faire remarquer va l'aider à se propulser dans le grand milieu du cinéma. En 1984, il écrit le scénario pour Terminator, il va le réaliser et ça va être un succès
énorme, produit avec 6 millions de dollars, il va en rapporter 80 millions, ce qui est un chiffre d'affaires énorme et surtout une plus-value énorme sur le film. Et en plus, Terminator va dès à présent entrer dans la légende comme un film qui change vraiment les choses. Et là, ça va être un tournant pour lui dans sa carrière et il va commencer à pouvoir jouer avec de très grosses sommes de production. Or, il faut savoir que James Cameron, c'est un réalisateur très dépensier. Il va être ensuite à la production de Alien le Retour, donc Alien 2, et là encore, il va se creuser une réputation, alors pas seulement dans ses tendances à la dépense, puisque c'est un réalisateur qui est très coûteux, comme je vous l'ai dit, mais aussi sur ses tendances très perfectionnistes qui peuvent pousser à une exigence extrême, voire même à de la maltraitance de ses équipes. Surtout sur le tournage de Alien le Retour, mais c'est quelque chose qui revient quasiment sur toutes ses productions. On dit que James Cameron, c'est quelqu'un qui est ultra perfectionniste avec soi-même, mais aussi avec les autres. Il va pousser ses acteurs, il va pousser ses équipes dans des situations extrêmes pour avoir le meilleur d'eux, en fait pour avoir ce que lui attend. C'est ce qu'il veut, il voit sa ligne directrice et tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, il va pousser ses équipes, il va pousser ses équipements, il va se pousser lui-même puisqu'il est prêt à renoncer à beaucoup de choses, il a aussi beaucoup d'abnégation dans son travail, mais ce qu'il se demande à lui-même, il le demande également aux autres et c'est ce qu'il fait qu'il va se tailler une réputation en plus d'être très dépensier, d'être extrêmement exigeant, dirigiste, il en demande énormément, il fait refaire des centaines de fois des scènes jusqu'à avoir celle qu'il veut. Donc il n'a pas forcément une réputation de quelqu'un qui est très facile à vivre sur un plateau de tournage. Après Alien le Retour, il va continuer, il va sortir son film Abyss. Le film Abyss, il est très intéressant parce que, donc, déjà, James Cameron est passionné par, en gros, tout ce qui est sous-marin, l'exploration sous-marine. Et pour Abyss, pour avoir les images qu'il veut et le rendu qu'il veut, il va développer avec son frère une caméra juste pour son film, qui va ensuite se démocratiser, mais il va développer des techniques pour son film pour pouvoir filmer en milieu sous-marin. Et ça, c'est quelque chose qu'il va reproduire. Ce même schéma va se présenter sur Terminator 2. Vraiment, chaque fois qu'il fait un film, on a le sentiment que James Cameron veut donner le maximum possible. C'est tout à son honneur, mais c'est vrai que ça peut aussi conduire à des dérives et à des situations qui peuvent être très tendues sur le plateau. Et on en arrive à son projet iconique en 97 avec le film Titanic. Et vraiment, il faut comprendre que le film Titanic, personne n'y croyait au final. Ça a été un énorme gouffre financier. Il y a même eu des moments où on a pensé arrêter la production du film, arrêter les frais et s'arrêter là, parce que James Cameron a explosé son budget pour montrer qu'il croyait vraiment à ce qu'il faisait, pour montrer qu'il croyait vraiment en ce film et qu'il allait aller jusqu'au bout. Il a dit qu'il était prêt à renoncer à son cachet de réalisateur pour dire laissez-moi faire mon truc, vous allez voir, ça va rapporter. Et au final, c'est un pari qui a été gagnant puisque le film Titanic a été un succès énorme, comme je vous l'ai dit, autant au box-office que forcément dans les recettes financières. Avec 1,8 million de dollars de recettes et surtout 11 Oscars, ce qui est pas mal, hein. Les seuls autres films qui ont eu 11 Oscars à ce moment-là, c'est le film Ben-Hur et Le Retour du Roi, donc le dernier, troisième épisode du Seigneur des Anneaux, enfin voilà, joue quand même dans la cour des grands à ce niveau-là. Titanic, ça va être une consécration et c'est aussi une consécration sur ses méthodes de travail. C'est-à-dire que là, James Cameron a dit, vous voyez, je vous l'avais dit, vous devez m'écouter. Et c'est vrai que il va se tracer une réputation, mais il va se tracer un chemin qui est, oui, ça coûte cher. Oui, c'est ambitieux. Oui, t'as l'impression qu'on va pas y arriver, mais t'inquiète, c'est James Cameron qui gère, ça marche. Le problème de ce genre de situation, c'est que chacun des films de James Cameron, ça va être en fait des paris, même s'il y a son nom dessus, au vu des coûts faramineux qui sont investis, surtout à partir de Titanic, à chaque fois c'est un pari. Après Titanic, et grâce au coup des franches qu'il va obtenir grâce au succès international de son film, il va enfin pouvoir réaliser un projet qui lui tient à cœur, et c'est là qu'on en arrive au film dont on va parler aujourd'hui, Avatar. 237 millions de dollars de budget, 2,7 milliards de dollars de recettes. Avatar est un énorme succès et trône encore aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, à la tête du box-office mondial, du top des films les plus vus et les plus bankable de l'histoire. En 2009, en fait, James Cameron concrétise un projet qu'il a commencé à penser au début des années 90 et qu'il avait mis en attente parce qu'il sentait qu'il ne pourrait pas avoir les techniques, les besoins pour réaliser un peu son rêve, son fantasme, si vous voulez, ce qu'il s'était imaginé. Et c'est en 2009 qu'il va concrétiser ce projet. En fait, le déclic qui va permettre à James Cameron de concrétiser ce projet qu'il pensait depuis 92-94, mais que, comme je vous ai dit, il avait mis de côté parce qu'il sentait bien que les techniques des années 90, c'était pas à la hauteur. Il avait vu les films Final Fantasy, là, les premiers films entièrement en images de synthèse, qui ne rendaient pas ce que lui il voulait, puisqu'il l'avait dit, il l'avait verbalisé. Ce qu'il voulait, c'était des personnages virtuels, mais qui soient le plus réalistes possible. En fait, il voulait que ses acteurs soient réalistes, mais virtuels. Ce réalisme qu'il cherchait, il ne l'avait pas dans les années 90, mais il y a 3 films qui vont lui permettre de se rendre compte que les techniques avaient assez évolué pour qu'il se lance dedans et que lui aussi vienne apporter sa pierre à l'édifice de l'image de synthèse. C'est tout d'abord le Gollum du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui est effectivement une image de synthèse qui ne vieillit pas encore aujourd'hui. C'est extrêmement clean, extrêmement propre, on sent que les techniques ont été très très bien développées. Toujours chez Peter Jackson,
Il y a le King Kong, son film King Kong qu'il a réalisé. Pareil, les images de synthèse sont vraiment très fines et très subtiles et plus surprenant, mais j'ai vraiment réécouté l'interview. Il a aussi été très impressionné par le Davy Jones de Pirates des Caraïbes, la subtilité, les mouvements qu'ils arrivaient à retranscrire, etc., l'humidité, la texture du côté poulpe. C'est vrai que moi je le réalise pas forcément quand je regarde Pirates des Caraïbes, mais c'est vrai que c'est des films de début des années 2000 et la qualité de réalisation de Davy Jones notamment, mais même d'une manière générale des effets spéciaux, est quand même très au-dessus. Donc du fait de ces 3 films qui vont être un petit peu ces indicateurs comme quoi les techniques sont prêtes pour son grand projet, en avril 2006, il va lancer le projet Avatar. Et il va pas lancer le projet Avatar n'importe comment. C'est James Cameron, il est perfectionniste, il va jusqu'au bout des choses, donc il va y aller à fond. On va créer toute une espèce, un univers entier, une planète entière, sa biologie, son peuple, ses traditions, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Il va être le père d'un monde complet. Il est peuplé ce monde, il va falloir une langue. Ok, très bien, on engage un professeur en linguistique. Il va donc engager Paul Former pour écrire la langue des Na'vi. La langue des Na'vi, c'est plus de 1000 mots différents, certains qui ont été apportés par Paul Former, d'autres qui ont été apportés par James Cameron lui-même, et d'autres encore qui sont nés sur le plateau de par la pratique littérale de cette langue. Donc ils vont littéralement écrire un alphabet. Mais c'est pas suffisant, parce que bon, avoir un alphabet, ça crée pas un monde, ça crée pas une civilisation, et ça crée pas une biologie en elle-même. On a besoin de spécialistes en biologie. Déjà pour former nos acteurs, pour leur montrer bien comment se comporterait un biologiste dans la nature, mais aussi pour que notre environnement se tienne, soit réaliste visuellement et au niveau de ce qu'il veut montrer sur comment fonctionnent les plantes, comment fonctionne son environnement. On engage des professeurs en biologie. Il va ainsi engager une spécialiste de faculté de la physiologie des plantes qui va travailler avec ses équipes à la fois à la formation des acteurs pour qu'ils aient l'air de vrais biologistes et à la formation de tous ceux qui vont travailler le design, les visuels, la répartition, le fonctionnement de l'univers pour que ce soit cohérent. Donc vraiment, il va jusqu'au bout de sa démarche. Pareil, il veut créer 2 univers distincts qui entrent en contact. L'univers des hommes qui viennent d'une autre planète, d'un autre univers, et l'univers des Na'vi. Et du coup, il va engager 2 équipes artistiques. 2 équipes qui vont s'occuper de créer 2 designs complètement distincts. Certaines sont spécialisées dans Pandora et les Na'vi, d'autres vont être spécialisées dans les hommes, leur société, leurs machines, leurs armements, etc. Et ils ont travaillé de façon complètement dissociée pour vraiment donner l'impression d'un contact entre 2 civilisations, si vous voulez, 2 univers complètement différents. En fait, quand il crée son projet, quand il porte son projet, quand il réalise son projet, il sait où il va. Et il y va à fond. C'est-à-dire, il y va pas à reculons, il y va pas de façon timide. On peut pas dire qu'en fait son travail n'est pas abouti. C'est tellement agréable parce que on te vend pas un produit fait à moitié, tu vois. On te fait quelque chose où vraiment tout a été léché, pensé et la tête pensante derrière tout ça, c'est, oui, James Cameron. Le seul problème, comme je vous l'ai dit, enfin le principal problème de James Cameron, c'est l'argent. Et pour Avatar, le même problème va se poser, mais il va utiliser la jurisprudence Titanic. C'est-à-dire que pendant un moment, il va lancer tous ces trucs sur les graphismes, le développement des caméras, le développement de l'univers, la formation des acteurs, etc., les professeurs, les machins. On va commencer à se rendre compte que le film va coûter très cher. Et la Fox, qui est le financeur du film, commence à un petit peu se mettre sur les freins et dire « Ouh là là, on va se détendre, James Woo, on se connaît, on sait que tu as tendance à jeter la carte par la fenêtre et juste penser tout ton argent. » Ce que va faire James Cameron, déjà, il va installer littéralement un feu tricolore dans son bureau qu'il va mettre au orange pour dire attention, le projet est menacé, feu orange. Il va commencer à dire la Fox peut pas me financer, c'est pas grave, je vais aller voir ailleurs. Il va commencer à aller avoir des discussions avec Disney, il va commencer à avoir des discussions avec Paramount pour essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui eux souhaiteraient financer son projet. Et en fait ça va fonctionner, la Fox va se rétracter entre guillemets, elle va accepter de financer pleinement le projet Avatar de James Cameron, mais elle va aller chercher par elle-même d'autres partenaires pour l'aider à faire l'apport financier de base. James Cameron peut enfin mettre le feu vert littéralement dans son bureau et dire ça y est, budget, pas illimité, mais bon, 287 millions de dollars, c'est un budget colossal, on y va à fond. Et en fait, à partir de ce moment-là, on ne l'arrêtera plus dans la réalisation de son projet jusqu'à la sortie du film. Il faut dire que le film, c'est une orgie technologique et visuelle, tout ce qui a été développé juste pour le film. C'est incroyable tout ce qui a été fait juste pour ce film-là. Alors déjà, Monsieur Cameron, spécialiste d'inventer lui-même ses propres technologies parce que celles qui existent déjà ne lui conviennent pas, il va inventer la Fusion Camera System, je vous le fais pas en anglais, c'est la caméra qui va lui permettre de filmer directement en 3D. En fait, elle fixe 2 caméras entre elles pour imiter les 2 yeux humains, et vous savez, c'est ce qu'on voit dans la 3D, c'est-à-dire la superposition d'images. Ça se faisait déjà, mais c'était pas complètement abouti puisque c'était généralement 2 caméras qui filmaient en simultané et pas la même qui filmait sur la même bande. Lui, c'est ce qu'il va développer. En plus de ça, il va aussi développer le Director Centric System. Alors c'est une sorte de système, si je vous l'explique bien parce que c'est un peu compliqué, mais en gros ça permet au réal de voir, il a la motion capture, parce qu'ils utilisent forcément la motion capture, c'est-à-dire des petits capteurs un peu partout sur le corps des acteurs
qui quand ils se déplacent vont pouvoir déplacer le personnage virtuel un peu comme eux, ils vont reproduire leurs émotions. C'est ce qui a été fait pour Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, ce qui a été fait du coup pour les Na'vi dans Avatar, et c'est ce qui se fait maintenant très souvent, c'est très utilisé dans le MCU, etc. Donc pendant que tes acteurs font la motion capture, lui il va monter un espèce de petit boîtier qui permet au réalisateur de voir la motion capture de l'acteur dans l'univers, dans le fond. Alors pas détaillé, pas ultra parfait, mais dans le fond qui est prévu pour ce plan-là, mais numériquement. C'est assez étrange, et il dit lui-même, tu te sens Dieu, tu peux déplacer un arbre, tu peux déplacer le ciel, tu peux changer tu te sens Dieu à ce moment-là, puisque en fait, ton acteur évolue dans un univers sur lequel tu as quasiment un total contrôle. C'est tellement impressionnant que son tournage, ça va devenir the place to be pour tous les réalisateurs qui sont un peu dans le même délire que lui. C'est-à-dire qu'il va avoir la visite de Spielberg, il va avoir la visite de Ridley Scott, il va également avoir la visite de George Lucas, ils viennent tous pour faire essayer ses joujoux, voir les nouvelles techniques qui ont été développées. Enfin, franchement, j'aurais tellement aimé être là, je veux dire, vous imaginez dans la même pièce, tous ces gens-là, ensemble, dans la même pièce, en train de parler cinéma, je les aurais écoutés religieusement de loin comme ça. Ils devaient briller d'une aura merveilleuse, ça devait être sublime. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le centre d'effets spéciaux qui va être utilisé pour faire tous les effets numériques de post-production après le tournage stop motion et après les tournages sur site de Avatar, c'est le centre qui a été développé par Peter Jackson en Nouvelle-Zélande pour ses tournages pour Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est un centre qui s'appelle Weta Digital. La subtilité de ce studio, c'est que pour Avatar, justement, ils vont s'équiper de tellement d'équipements informatiques et de cartes graphiques, etc. pour faire tourner tout le bazar, qu'ils vont devenir l'un des 100 plus puissants supercalculateurs de la planète à ce moment-là. C'est juste insane pour un film, c'est incroyable. Bon, maintenant ils ont été très très dépassés depuis, même si apparemment il y a secret sur tout ce qui touche à Avatar 2, mais apparemment ils ont encore fait des merveilles et ils ont encore repoussé les limites. Mais bon, on est toujours, avec James Cameron, on est toujours sûr qu'ils vont pousser les limites parce qu'ils se contentent pas de faire petit, ils se contentent pas de faire équivalent à ce qu'il a déjà fait. Lui, ce qu'il veut, c'est exploser, défoncer les murs et aller encore au-delà de ce qu'il peut faire. Je suis sûre que pour ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Il faut d'ailleurs prendre en compte que le film devait sortir en mai et qu'il va sortir en décembre puisqu'elle était repoussée pour 6 mois parce que d'après les analyses de marché, il n'y avait pas assez de salles qui étaient équipées en 3D dans le monde pour le film de Monsieur Cameron. C'est-à-dire qu'il y a plein de cinémas qui se sont équipés en 3D pour Avatar. C'est juste révolutionnaire, enfin, vous imaginez la vague que ça a été ce film, enfin bref. En parallèle du développement des techniques, il va aussi avoir un gros travail au niveau des acteurs, c'est-à-dire que James Cameron ne veut pas que ses acteurs fassent semblant de faire quelque chose, il veut qu'on leur apprenne à le faire correctement et qu'ensuite ils le fassent à l'image. Donc ils vont avoir des formations de tir à l'arc, pour chevaucher, des formations pour voler, ils vont faire des simulateurs, etc. Ils vont évidemment apprendre la langue Na'vi pour pouvoir la parler correctement, bien la prononcer à l'écran, et ils vont aussi faire un petit séjour en forêt tropicale pour savoir ce que c'est que de se déplacer dans un espace très humide, et enfin, que la forêt tropicale à la Pandora, quoi. Donc vraiment, il va jusqu'au bout et pour tout le monde. Et je pense que, oui, comme je vous l'ai dit, il pousse toutes ses équipes à fond au maximum de tout ce que tout le monde peut faire. Je vous parle des acteurs, mais je vous ai pas parlé du casting. Pourquoi j'en ai pas parlé avant et pourquoi je vais pas m'étaler dessus? Parce qu'au final, quand on y réfléchit, ce film, c'est le film de James Cameron. C'est pas forcément le film des acteurs. Évidemment, sans les acteurs, le film pourrait pas avoir lieu. Et évidemment, leurs performances sont impressionnantes quand on prend en compte tout ce que je vous ai déjà dit sur le management d'équipe. Mais aussi, forcément, parce que la motion capture, etc., c'est très compliqué. Donc, forcément que leurs performances sont impressionnantes. Mais au final, quand on y réfléchit, c'est pas le film, on se dit pas ah le film de tel acteur, on se dit non, le film de James Cameron. Tellement omnipotent dans ses productions que c'est ses films à lui. Mais en acteur principal, on va avoir Sam Worthington. Alors depuis, il a joué dans Le Choc des Titans, notamment dans d'autres films, mais à ce moment-là, il est pas très connu. Il va partager l'affiche avec Zoé Saldana. Alors Zoé Saldana, elle avait été dans le premier Pirates des Caraïbes. La même année que va sortir Avatar, elle va être dans Star Trek. Elle va d'ailleurs revenir dans les suites, le reboot de Star Trek, qui est plutôt sympa par ailleurs. Elle va revenir dans les suites. Et depuis, elle est notamment revenue dans le MCU, notamment dans Les Gardiens de la Galaxie, et également très récemment dans l'horrible film Adam à travers le temps sur Netflix, qu'on savait pas pourquoi il était là. À leur côté, on retrouve une actrice qui a déjà joué avec Cameron, puisque c'est l'actrice de Alien, je parle bien de Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, c'est donc Alien, évidemment, mais c'est également Les Gorilles dans la Brune, qui est sorti en 88. Si vous l'avez pas vu, c'est un film qui est très touchant et très sympathique. Et elle a également joué dans Le Village, qui est un film de Monsieur Shyamalan que j'adore, qui est un de mes films d'horreur favoris. Sigourney Weaver, c'est une actrice que j'aime bien, je trouve franchement elle a du chien, je sais pas, elle a quelque chose, elle envoie du pâté quoi quand elle est à l'image. Franchement, je l'apprécie et j'aime beaucoup son rôle dans Avatar, je trouve qu'elle est profondément antipathique mais très attachante et j'aime beaucoup ce genre de personnage. Pour finir, parce que j'aime également beaucoup son personnage dans le film, il y a Stephen Lang. Alors Stephen Lang, on l'a récemment vu en 2016 et en 2021 dans les films Don't Breathe où il est franchement
très très bon. Je crois que c'est les films où je l'aime le plus, où je le trouve le plus pertinent, même si dans Avatar il est cool, il est hyper cliché. Là, dans Don't Breathe, il est plus subtil. En 2009, il était apparu dans Public Enemy et en 2017 dans l'excellent Hostile. Si vous n'avez pas vu, pareil, Hostile, excellent film. Tous ces acteurs vont donc jouer dans le film. Que nous raconte l'histoire du film très rapidement et très efficacement? L'homme a réussi à développer ses technologies de façon très exponentielle. Il arrive à pratiquer le voyage dans l'espace et il a découvert dans l'espace la boîte de Pandore, quoi, littéralement. Une planète extrêmement luxuriante qu'ils ont appelée Pandora. Sur la surface de cette planète, il y a principalement de la jungle, en tout cas de ce qu'on en sait, une espèce de jungle sauvage, un environnement typique de cette planète qui n'a rien à voir avec l'environnement humain. Il y a également un peuple autochtone, les Na'vi, qui sont de grands aliens bleus, voilà, très élancés, qui vivent en harmonie, on va dire, avec leur milieu, mais surtout dans le sol de cette planète, il y a des minerais extrêmement précieux pour ces fameuses nouvelles technologies. Et au final, cette magnifique planète que vont découvrir les humains va plutôt devenir une mine à ciel ouvert où ils vont littéralement piller le sol et mettre les populations locales à leur pillage par la force grâce à leur puissance d'armement, puisque les populations locales, les Na'vi, ils ont des arcs et des flèches et ils vivent en harmonie avec leur environnement. Ils sont pas dans un esprit belliqueux ou guerrier, à l'inverse de ceux qui arrivent. Et parmi ces personnes qui arrivent, il y a également des scientifiques. Ces scientifiques, eux, ce qu'ils veulent, c'est entrer en contact avec ce peuple et également comprendre la biologie locale. Ils sont en contradiction totale avec les objectifs des autres qui sont surarmés, etc., et très capitalistes et très impérialistes. Parmi ces scientifiques, il va y avoir une sorte d'anomalie, de transfuge, d'hybride. C'est un jeune homme, Jake Sully, notre héros. Jake Sully, c'est un marine à la base, mais il a eu un accident, il était en fauteuil roulant. Et son frère, par contre, c'était un scientifique. Son frère scientifique participait au programme qu'on appelle le programme Avatar. Le principe, c'est de mélanger l'ADN des Na'vi avec l'ADN humain et de créer des espèces de corps dans lesquels la conscience humaine peut être transférée. Ils peuvent donc se déplacer comme des Na'vi et avoir le corps d'un Na'vi pour pouvoir se balader dans la nature Na'vi. Voilà. Donc Jake Sully, il va se retrouver à devoir prendre la place de son frère puisqu'ils ont le même ADN, ce sont des frères jumeaux. Et oui, et le hasard fait bien les choses. Ils ont le même ADN et donc il va du coup, malgré le fait que c'est un marine et que du coup il serait plutôt du côté de ceux qui sont dans la réponse violente, il va devoir coopérer avec ces scientifiques pour entrer en contact avec ce peuple autochtone. Comme on s'en doute, le paradoxe qui apparaît dans le personnage, c'est-à-dire d'un côté rencontrer le peuple, etc. et être en symbiose avec la nature et comprendre leur culture, et de l'autre exploiter la planète pour extraire les ressources et pouvoir le ramener et s'enrichir sur Terre, etc. et faire tourner l'économie sur Terre, ce paradoxe dans le personnage, c'est tout le paradoxe du film. C'est globalement un scénario très basique, et c'est d'ailleurs les principales critiques qui vont être faites du film. C'est-à-dire que globalement, le retour qui va être fait du film, c'est super, c'est très beau, la 3D est super. Visuellement, il y a très peu de gens qui ont quoi que ce soit à dire, c'est exceptionnel visuellement, mais les principales critiques, c'est bateau. C'est banal, l'histoire n'est pas intéressante, c'est pas abouti au niveau de l'histoire. Les dialogues sont plats, le scénario serait très prévisible et pas du tout innovant. Il y aurait même lourdes accusations de plagiat, il me semble d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs procès. Cameron les a tous gagnés, hein. Il a pas payé aucune amende et il a pas du tout été accusé de plagiat et le film n'est pas couvert par un potentiel plagiat, donc il a gagné tous ses procès, mais il va y avoir plusieurs accusations. Alors évidemment ça ressemblerait à Danse avec les loups, ça ressemblerait à Pocahontas également, hein. C'est un scénario très proche, mais bon on va aussi tirer beaucoup plus loin, ça ressemblerait à Dune, à Dinotopia. Dinotopia, sérieusement, Dinotopia, les gars. Ou Call Me Joe. Le cas de plagiat qui a été le plus complexe, qui était le plus proche, c'est vrai, au niveau des œuvres, c'est la proximité avec une série de l'ex-bloc soviétique qui s'appelait Noon Universe, qui était sortie dans les années 60, 1960, 1961, où effectivement il y avait une planète qui s'appelait Pandora, une autre planète qui s'appelait Pandora, effectivement il y avait de la jungle, et il y avait un peuple sur cette planète qui s'appelait les Naves. Navé ou Nave, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais le créateur de la série lui-même a dit que la façon dont le scénario était construit, là dont l'univers était construit, on pouvait pas du tout parler de plagiat. Donc ça n'a pas non plus abouti de ce côté-là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du scénario, on est assez basique et que donc quand on a une construction scénaristique qui est très basique, ça peut ressembler à énormément de choses. Une autre critique est venue de la dimension politique du film, c'est-à-dire que d'un côté, certains ont applaudi l'aspect de l'engagement écologique sur la façon dont se comportent les Na'vi vis-à-vis de leur environnement et à l'inverse la façon dont semblent s'être comparés les humains, et également tout un message anticapitaliste, anti-impérialiste, pacifiste également. Beaucoup ont applaudi ce message et à l'inverse certains ont dénoncé le fait que ce message est complètement biaisé par l'idée que c'est l'envahisseur qui deviendrait le sauveur, qu'on remettrait sur la table le fameux mythe dit du bon sauvage, c'est-à-dire celui qui n'a pas accédé à la civilisation, qui vivrait heureux parce qu'il vivrait simplement. Il y a eu beaucoup de polémiques.
comme il y a toujours beaucoup de polémiques autour de quelque chose qui a du succès, mais ça n'a pas entaché le succès du film, même si on va dire qu'il y a quand même un gimmick récurrent pour dire que Avatar est un remake de Pocahontas. Voilà, fin de cette première partie de vidéo. Je suis vraiment ravie de vous parler de Avatar, je suis tellement ravie que j'ai beaucoup trop parlé, donc j'ai finalement décidé de couper cette vidéo en 2 parties. Vous avez ici vu la première partie qui traitait du film, de sa technique, de son développement, du projet, mais aussi de Monsieur James Cameron et de ce que le film représente pour sa filmographie. J'ai aussi vraiment voulu parler des critiques parce que c'est un film il a pas vraiment divisé, hein, puisque le succès au box-office nous montre vraiment que ce film a eu du succès, mais c'est un film qui a eu pas mal de polémiques, même encore aujourd'hui, et le fait qu'il ressorte là en septembre en version un petit peu remastered avec des minutes en plus fait que le film qui est sorti il y a 10 ans va recevoir des critiques qui sont des critiques peut-être un petit peu plus modernes avec l'évolution, on va dire, des valeurs et la nouvelle société qu'on a aujourd'hui 10 ans après. Donc c'est un film qui a quand même porté à polémique et je trouvais ça intéressant de revenir dessus. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de mon avis plus personnel sur le film, pourquoi j'aime autant Avatar, parce que oui, j'adore Avatar, et également quelles sont mes attentes pour la suite. Je spoilerai pas le trailer, donc le contenu de la bande-annonce, ni ce que je pense être le futur contenu de Avatar 2, mais je reviendrai quand même sur mes attentes pour l'avenir de la saga, qui est très importante pour moi. Ce sera dans la seconde vidéo. Pour ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas également à laisser en commentaire votre avis sur le film Avatar, votre avis sur la carrière de James Cameron, votre avis sur qui il est en tant que réalisateur et est-ce que ce film Avatar est vraiment un aboutissement pour lui. N'hésitez pas à me dire également si vous avez aimé le film, tout simplement, parce que je sais que c'est pas forcément un film que tout le monde adore, hein, clairement. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, comme toujours, de très bons visionnages. Nous, on se retrouve très très vite pour la suite de cette vidéo et sur mon futur avis cinéma. Je pense que samedi, ce sera plutôt un avis parce qu'il y a une sortie que j'attends avec impatience au cinéma. Et la suite de Avatar arrivera lundi. D'ici là, bonne journée à tous. Septembre en version un petit peu, on va dire, améliorée, en version un petit peu remaster.